Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 heures au Caire, à l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi se réunit avec le Premier ministre et les chefs des autorités de la presse et de l'information. Le ministre de la Défense se réunit avec nombre de parachutistes et de commandos des forces spéciales en présence du chef d'état-major des forces armées. La Ligue arabe tient une séance extraordinaire au niveau des représentants permanents pour discuter des crimes commis à Gaza par les forces de l'occupation israélienne. À une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'engagement de l'État à respecter la liberté de l'expression et à faire intégrer toutes les opinions nationales dans le système médiatique de l'Égypte. Le président el-Sisi s'exprimait lors de sa réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le président du Conseil suprême de la régulation des médias Khaled Abdelaziz, le président de l'autorité nationale de la presse Abd Saad Shourbaghi, ainsi qu'avec le président de l'autorité nationale des médias Ahmed El-Meslimeni. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a salué le rôle des médias dans la formation de l'identité nationale et dans la sensibilisation des citoyens. D'autre part, le président el-Sisi a enjoint d'élaborer une feuille de route globale pour développer les médias égyptiens en mobilisant toutes les expertises et les compétences spécialisées, et ce afin que les médias de l'État s'adaptent aux changements mondiaux accélérés et pressent à accomplir leur mission. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Abdelmegid Sarr, a souligné l'importance de maintenir les taux les plus élevés de compétences et de disponibilité compte des programmes de formation continue en prenant en considération le bon moral des hommes de l'armée. Le général a tenu ses propos lors d'une rencontre avec un nombre de parachutistes et de commandos des forces spéciales en présence du chef d'état-major des forces armées, le général d'armée Ahmed Khalifa. Le 11e convoi d'aide humanitaire et de secours baptisé Zaid el-Izza a traversé le terminal de Rafah vers le terminal de Karm Abou Salem à destination de la bande de Gaza. Ce convoi comprend des camions chargés des denrées alimentaires comme le sucre, les huiles, du pain et le lait infantile, ainsi que des médicaments du carburant nécessaires au fonctionnement des installations vitales, en plus des aides de la coalition nationale et les contributions de la société civile. Parallèlement, 12 avions de transport militaire ont décollé au cours des 3 derniers jours, chargés de grandes quantités d'aide alimentaire afin de procéder de largage aérien dans les zones de Gaza inaccessibles par voie terrestre. Le Conseil de la Ligue arabe a tenu aujourd'hui une séance extraordinaire au niveau des représentants permanents pour discuter des moyens de faire face aux crimes commis par les forces de l'occupation israélienne dans la bande de Gaza. La séance est dirigée par la Jordanie, qui préside actuellement le Conseil de l'organisation pan-arabe. Elle a abordé les mesures à entreprendre en vue de parvenir à une action arabe et internationale pour empêcher la poursuite des crimes israéliens et présenter des auteurs devant les instances judiciaires internationales. Le représentant de la Palestine à la Ligue arabe a déclaré que cette réunion est tenue à la demande de son pays, et ce, à la lumière des décisions israéliennes concernant la réoccupation de Gaza et le déplacement des Palestiniens à l'intérieur comme à l'extérieur du secteur. Il a ajouté que cette séance du Conseil de la Ligue arabe a également examiné les moyens de mettre un terme à une crise humanitaire à Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une réunion d'urgence sur Gaza après l'annonce du plan israélien pour le contrôle de la ville. Peu auparavant, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en garde Israël par la voix d'une porte-parole contre une escalade dangereuse qui risque d'aggraver les conséquences déjà catastrophiques pour des millions de Palestiniens. Plusieurs pays, parmi les 15 qui composent le Conseil de sécurité,
ont réclamé cette réunion d'urgence saluée par la représentation palestinienne à l'ONU. La décision de Benjamin Netanyahou d'ordonner à l'armée israélienne de prendre le contrôle de Gaza pour vaincre le Hamas a provoqué une vague d'indignation à travers le monde. Antonio Guterres a encore averti que cette décision risque d'entraîner des déplacements forcés supplémentaires, des tueries et des destructions massives, aggravant la souffrance inimaginable de la population palestinienne à Gaza. La police londonienne a annoncé qu'un total de 466 partisans de l'organisation Palestine Action ont été arrêtés à Londres au cours d'une manifestation de soutien à ce réseau pro-palestinien. J'ai interdit juillet, classé organisation terroriste. Celle-ci a procédé à ces interpellations, un des plus grands nombres pendant une seule manifestation dans la capitale britannique pour ce soutien à une organisation interdite. Sur place, des manifestants ont porté des pancartes comme « Agir contre le génocide n'est pas un crime au Free Palestine ». Un responsable syrien a déclaré que les autorités ne participeraient pas aux pourparlers prévus à Paris sur l'intégration de l'administration kurde semi-autonome de Syrie au sein de l'État, exigeant que toute négociation future se tienne à Damas. Cette décision fait suite à une conférence organisée par l'administration kurde qui contrôle des vastes zones du nord et du est de la Syrie avec la participation de plusieurs communautés minoritaires syriennes. Une première depuis la destitution de l'ex-président Bachar el-Assad. La déclaration finale plaide pour une constitution démocratique établissant un État décentralisé alors que Damas rejette tout projet de décentralisation. Le gouvernement syrien et les médiateurs internationaux ont transféré toutes les négociations à Damas, seule leur légitimité est nationale pour un dialogue entre Syriens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jeté toute cession de territoire à la Russie pour obtenir la paix avant le sommet annoncé entre Vladimir Poutine et Donald Trump qui fait craindre à Kiev un accord à ses dépens. En outre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre toute décision qui serait prise sans l'Ukraine, réaffirmant que les Ukrainiens n'abandonneraient pas leurs terres aux occupants. Les présidents russes et américains doivent se retrouver le 15 août à Alaska, aux États-Unis, dans le cadre des efforts de Donald Trump pour trouver une issue au conflit que la Russie déclenché en février 2022. Les principaux dirigeants européens ont appelé à maintenir la pression sur la Russie pour obtenir la paix et réitérer leur soutien à l'Ukraine avant le sommet annoncé entre Vladimir Poutine et Donald Trump. L'armée sud-coréenne a déclaré avoir détecté des mouvements de troupes nord-coréennes en train de retirer de haut-parleurs de propagande utilisés pour diffuser des bruits perturbants le long de la frontière, quelques jours après que le nouveau gouvernement sud-coréen a effectué le même geste. Les deux pays avaient déjà cessé les émissions de propagande le long de la zone démilitarisée après l'élection du président Lee Jae-myung qui cherche à apaiser les tensions avec Pyongyang. Lundi dernier, le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que le pays avait commencé à retirer le haut-parleur comme une mesure pratique destinée à calmer les tensions avec le Nord. Un équipage de 2 astronautes américaines, un cosmonaute russe et un japonais, est de retour sur Terre hier après l'atterrissage réussi de la capsule Dragon de SpaceX au large de la Californie. Les Américaines Anne McLaren et Nicole Hirsch, le Russe Kirill Peskov, le Japonais Fukaoka Oshikia ont passé près de 5 mois dans l'espace.
Un équipage de 2 astronautes américains, un cosmonaute russe et un japonais est de retour sur Terre hier après l'amérissage réussi de la capsule Dragon de SpaceX au large de la Californie, selon le flux vidéo retransmis par l'entreprise spatiale. Les Américaines Anne McClain et Nicole Ayers, le russe Kirill Peskov et le japonais Takuya Onishi ont passé près de 5 mois dans l'espace. Le retour conclut la 10e mission de rotation d'équipage de la Station spatiale internationale ISS menée dans le cadre du programme commercial Crew de la NASA créé pour succéder à l'ère de la navette spatiale en s'associant à l'industrie privée. La capsule Dragon de l'entreprise SpaceX du multimilliardaire Elon Musk a améri dans l'océan Pacifique à 8h34 heure locale, 15h34 GMT après s'être détachée la veille de l'ISS. Sa vertigineuse descente a été freinée par l'entrée dans l'atmosphère terrestre, puis par dimanche parachute. La capsule devait ensuite être récupérée par un navire de SpaceX et une fois hissée à bord, être enfin ouverte pour laisser les astronautes en sortir. Lors de leur séjour dans l'ISS, l'équipage baptisé Crew 10 a réalisé de multiples expériences scientifiques étudiant la croissance de plantes ou encore la manière dont les cellules réagissent à la gravité. En mars, leur départ dans l'espace avait été particulièrement scruté car il devait permettre le retour de 2 astronautes américains coincés dans l'espace depuis 9 mois. Et sur notre rubrique économique, une responsable de la Réserve fédérale Fed qui s'est opposée récemment au statu quo sur les taux d'intérêt américains estime que l'institution monétaire devrait être proactive pour préserver l'emploi aux États-Unis et baisser les taux 3 fois dans les mois à venir. Une responsable de la Réserve fédérale Fed qui s'est opposée récemment au statu quo sur les taux d'intérêt américains estime samedi que l'institution monétaire devrait être proactive pour préserver l'emploi aux États-Unis et baisser les taux 3 fois dans les mois à venir. Une approche proactive permettrait d'éviter une dégradation supplémentaire des conditions du marché du travail, affirme Michelle Baumann dans un discours. Elle ajoute qu'elle prévoit toujours 3 baisses des taux de la Fed pour 2025, sachant qu'aucune n'a encore eu lieu et qu'il reste 3 réunions programmées d'ici la fin de l'année. Vice-présidente de la Banque centrale des États-Unis chargée de la régulation bancaire, Michelle Baumann s'est distinguée la semaine dernière en s'opposant à la majorité de ses collègues lors de la réunion de politique monétaire. Le gouverneur Christopher Waller a aussi voté contre la décision de laisser les taux d'intérêt inchangés pour la 5e fois de suite. Tous deux, qui ont été nommés à la Fed par le président Donald Trump pendant son premier mandat, ont plaidé pour une baisse d'1 quart de point de pourcentage pour donner un coup de pouce à l'activité économique. Dans son discours, Mme Baumann explique qu'elle avait repéré des signes de fragilité sur le marché du travail. Et sur notre volet sportif, la sélection égyptienne de handball de moins de 19 ans s'est imposée hier face au Japon sur le score de 36-28. Passons au tennis où Yannick Sinner, de retour sur les cours près d'un mois après sa victoire à Wimbledon, n'a pas fait de défait hier en écrasant le Colombien Daniel Elahi galant 6-1, 6-1 lors de son premier match au tournoi de Cincinnati. Yannick. Voilà, avec cette nouvelle sportive, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.